Avec quelques minutes de retard, et nous nous en excusons d'ailleurs, chers téléspectateurs, nous sommes ravis de vous retrouver dans le cadre de votre programme hebdomadaire. C'est bien le Grand 7 sur Dash News. C'est une nouvelle édition et forcément, c'est de nouvelles thématiques qui seront abordées. Vous savez très bien, votre programme fait le round-up de l'actualité de la semaine. Nous parlerons précisément pour le cadre de cette édition du Cameroun avec le ministère de la Défense qui répond finalement aux accusations de Human Rights Watch. On parlera également de la préparation du budget 2023 au Cameroun. Le président de la République, Paul Biya, a fixé les priorités pour ce budget 2023-là. Nous irons faire un tour du côté du Tchad où le dialogue national inclusif est en train d'être préparé de ce côté-là et les partis d'opposition qui n'adhèrent pas toujours à ce dialogue-là. Nous irons savoir pourquoi. Et le dernier stop que nous marquerons, ce sera au Soudan et au Burkina Faso avec ces ambassadeurs qui sont au cœur de polémiques. Ces ambassadeurs-là, donc les populations réclament le départ. Nous en parlerons dans le cadre de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes, c'est le Grand 7 qui démarre sur Dash News. Votre fidélité à Dash News nous honore. Bienvenue une fois de plus au Grand 7. Comme vous le savez, il est de coutume chez nous. On va faire un tour sur le continent pour voir ce qui s'est passé cette semaine. Mais avant, nous allons recevoir notre invité. Nous avons un invité de marque cet après-midi qui nous fait le plaisir d'être avec nous sur le plateau. C'est un homme politique camerounais. Il est membre de l'opposition au Cameroun. Il s'appelle Max Wabo. Il est avec nous sur le plateau du Grand 7. Bonjour, bienvenue. Bonjour madame, c'est un plaisir, c'est un honneur de me retrouver ici, je crois que c'est pour la deuxième fois. Une fois c'était en radio, aujourd'hui en télévision. Je salue vos milliers de téléspectateurs qui nous écoutent et qui nous suivent. J'espère qu'on passera une très bonne émission. En tout cas, merci pour le plaisir que vous nous faites d'être sur le plateau cet après-midi. Plaisir partagé madame, je profite pour vous adresser déjà à cette occasion un joyeux anniversaire. Merci, on va pas le dévoiler ici. Merci en tout cas, M. Wabo, d'être présent sur le plateau du Grand 7. Vous êtes tout nouveau, mais il est de coutume dans cette émission d'aller faire un tour sur le continent africain pour voir ce qui aura fait l'actualité durant cette semaine qui s'achève. Et c'est avec notre guide habituel, Audrey Melingui, que nous sommes d'ailleurs ravis de retrouver. Bonjour Audrey. Les Angolais se sont rendus ce 24 août aux urnes pour élire 220 députés et choisir un nouveau président. D'après les premiers résultats, le parti de Joe Lorenzo est majoritaire avec plus de 60% des votes pour plus de 33 des bulletins de vote dépouillés, alors que le principal parti de l'opposition s'en sort avec près de 4% des voix. La commission électorale, lors d'une conférence de presse, s'est félicitée du bon déroulement des votes. Au Tchad, les travaux du dialogue national inclusif et souverain ont été aussitôt suspendus à N'Djamena le 24 août, après seulement 1 heure d'audience. En plus des difficultés techniques qui ont bloqué l'avancement des travaux, les partis continuent d'exprimer des positions divergentes. Une situation qui a contraint le comité d'organisation à suspendre la réunion et renvoyer les partis à une date ultérieure. Le sentiment anti-français semble s'amplifier sur le continent africain. Au Burkina Faso, le mouvement M30 Nabawokbo, créé le 30 juillet dernier, réclame le départ de l'ambassadeur Luc Alad. Pour le dit mouvement, Luc Alad aurait porté atteinte à la dignité et à l'honneur du pays des hommes intègres. Des manifestations sont prévues tous les vendredis. L'ambassadeur américain John Godfrey a pris fonction à Khartoum cette semaine. Il a fallu attendre 25 ans pour revoir un représentant diplomatique fouler le sol soudanais. En effet,
les relations entre les États-Unis et le Soudan ont été tendues sous le règne de 3 décennies du président déchu Omar al-Béchir. Washington imposant des sanctions économiques paralysantes à Khartoum. L'actualité au Cameroun a tout aussi été riche cette semaine. Ce 23 août, l'opinion publique a été choquée par le meurtre de Marie-France Mbeya au quartier Biémassi à Yaoundé. Son bourreau n'étant tout autre que sa belle-sœur, qui a pris soin de l'attirer dans un hôtel pour commettre ce crime crapuleux. Après avoir rangé le corps décapité de la victime dans une valise, elle sera interpellée par le personnel de l'hôtel. Les forces de l'ordre venues sur le lieu du drame ont interrogé la meurtrière qui indique avoir commis ce forfait pour rembourser une dette de 4 millions contractée dans le village de son époux. Dans un communiqué, le ministère de la Défense a accusé cette semaine l'ONG Human Rights Watch de propager des allégations contre les forces de défense de l'ordre dans les conflits en cours dans les régions anglophones. Dans son rapport, l'organisation de défense accuse l'armée camerounaise d'exactions contre les civils, ce que le gouvernement refute en disant qu'ils perdent de vue les atrocités que commettent les séparatistes. Merci à vous, Audrey Belengui, pour ce round-up de l'actualité de la semaine qui s'achève. Nous allons marquer notre premier stop sans plus tarder. C'est au Cameroun que nous le marquons avec ce communiqué rendu public cette semaine par le ministère de la Défense. Un communiqué dans lequel Human Rights Watch, le ministère de la Défense, accuse Human Rights Watch de propager des allégations contre les forces de défense de l'ordre dans les conflits en cours dans les régions anglophones. Et dans son rapport, l'organisation de défense accuse l'armée camerounaise d'exactions contre les civils, ce que Yaoundé refute en disant qu'ils perdent de vue ce que les atrocités que commettent les séparatistes dans ces zones-là. Je vous invite, avant que nous échangions sur le plateau, je vous invite à regarder ce reportage que nous propose Larissa Libom. Les relations sont de plus en plus tendues entre les autorités camerounaises et Human Rights Watch. Dans un communiqué du ministère de la Défense, il est reproché à l'Organisation de défense des droits humains de produire de fausses allégations contre l'armée camerounaise dans le conflit en cours depuis fin 2016 dans les régions anglophones du pays. Des allégations prétendument documentées de destruction par incendie, exécution de civils, pillage et violation des droits humains commis entre le 24 avril et le 12 juin 2022. Human Rights Watch soutient par ailleurs que des soldats camerounais auraient tué au moins 10 personnes, brûlé 12 maisons, détruit et pillé des centres de santé dans la localité de Tchomba, département de la Mézame, détenu arbitrairement 26 personnes au moins et fait disparaître de force au moins 17 personnes en DOP. Plus grave, l'organisation accuse le gouvernement d'entretenir l'impunité des éléments des forces de défense et de sécurité, ce que les autorités camerounaises refutent avec ardeur, répondant que les enquêtes relatives à ces incidents se poursuivent sereinement et conformément à la loi. Il faut dire que depuis le début de la crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, Human Rights Watch commet des rapports qu'il publie accusant l'armée camerounaise d'exactions. Merci à vous, Larissa Libom. C'est donc ce qui fait l'actualité au Cameroun, ce communiqué du ministère de la Défense qui refute toutes les accusations de Human Rights Watch. On attendait quand même cette réaction du ministère de la Défense qui vient peut-être un peu trop tard. On se demandait toujours, avec toutes les accusations que porte Human Rights Watch, le gouvernement camerounais reste calme. Est-ce que ce communiqué la rassure, M. Wabo? Non, il faut qu'on essaie un peu d'être sérieux. On ne peut pas. Parce que quand je suis communiqué, je voudrais quand même dire ici que je n'ai pas lu, j'ai pas eu le temps de lire ce communiqué, mais le reportage, quand je suis le reportage, je note tout simplement que l'armée camerounaise a toujours une position réactive. Alors, qu'est-ce qui se passe? En réalité, ce n'est pas aujourd'hui que la crise dans le Nozo est dénoncée. Ce n'est pas aujourd'hui que les ONG, justement, accusent l'armée camerounaise de faire des exactions sur les civils. Alors que le ministre de la Défense prenne position, peut-être dans le but de refuter des déclarations, bien les allégations des ONG, alors moi j'ai envie de dire que ça pour moi c'est une fuite en avant. Parce qu'il faudrait que l'armée camerounaise ou bien le gouvernement camerounais apprenne à anticiper sur un certain nombre de choses. Ce n'est pas la première fois que
certains faits sont dénoncés justement par des ONG et que l'armée camerounaise ou bien la position du gouvernement camerounais, on a souvent des positions qui vont justement à l'encontre des positions prises par les ONG. Cependant, on ne peut pas nier. On ne peut pas nier effectivement qu'il y a parfois eu des bavures de l'armée camerounaise justement sur les civils. D'un point de vue, parfois l'armée camerounaise va rejeter ça en bloc, mais lorsque l'ONG insiste et qu'il y a parfois des pressions du point de vue international, des enquêtes sont ouvertes. Et lorsque celles-ci sont ouvertes, on arrive parfois à reconnaître justement à ces ONG d'avoir justement fait des déclarations avérées. On a encore en mémoire le cas de Boko Haram, où on a semblé nous dire que c'était, on a vu tout un ministre de la communication à l'époque, venu nous dire que c'était au Mali, mais très bien, lorsque les États-Unis ont mis la pression sur le gouvernement camerounais, il s'est avéré que c'était justement des exactions qui ont été bel et bien commises au Cameroun, et on sait très bien que la justice camerounaise, notamment le tribunal militaire, a été saisi de cette affaire. Chemin faisant, ceux qui ont perpétré de tels actes ont été condamnés. Donc on ne peut pas, de point de vue, rejeter tout en bloc ce qu'a dit justement les ONG. On a encore en mémoire, je crois que c'est la fameuse affaire de Garbou. On sait très bien ce qui s'est passé avec Garbou. Il y a même une chaîne de télévision concurrente à vous qui avait fait tout un reportage là-dessus. Oui. On a vu le ministre de la Communication, assisté du ministre de l'Administration territoriale qui avait vite fait de monter au créneau pour tirer, pour dire que, en fait, on a même taxé, on est même allé plus loin. Je crois que le ministre de l'Administration territoriale, à cette époque, avait même mis en garde certaines chaînes de télévision et certains ONG. Mais chemin faisant, il s'est avéré que c'était justement fondé. On sait justement où se trouve, où on en est aujourd'hui avec l'affaire Garbou. Non, vous savez, les ONG ont leur place dans un pays. Les ONG ont pour mission également de faire respecter un état de droit. Donc lorsqu'il y a justement des exactions sur les civils, n'allez pas croire forcément que les ONG sont en train de faire une invention. On ne peut pas, ce qu'on peut tout simplement regretter là-dedans, et c'est le point de vue du parti que je soutiens, ce qu'on peut regretter là-dedans, c'est tout simplement qu'on n'a rien anticipé, on a laissé justement une guerre pourrie, et aujourd'hui la situation devient justement incontrôlable. Vous voyez, on a tué, je crois qu'au Nozo, on nous a dit à un moment donné qu'on a tué un ambazonnier, comme on l'appelait, Free Marshall. On a cru justement que c'était... On a exposé son corps. On a exposé son corps. Le gouvernement camerounais a fait un tapage, je crois, laissant croire aux Camerounais qu'une fois qu'il est décédé, la guerre va s'arrêter dans le Nozo. Mais non, il faut justement qu'on touche des problèmes dans le fond et qu'on apporte justement des solutions efficaces. On a vu également ce que vous avez appelé, bon pas vous, je veux dire ce que le gouvernement a appelé le grand dialogue national. Lorsqu'il y a eu le grand dialogue national, qu'est-ce qu'on nous a fait comprendre ? On a donné l'impression aux Camerounais que dès le lendemain, l'école va reprendre dans le Nozo. Mais non, aujourd'hui, il n'en est rien. C'est vraiment une preuve que pour moi, le grand dialogue a échoué. On peut relever un certain nombre de choses. On nous a parlé de reconstruction de ces régions-là à un moment. C'est amusant. On a dit que, écoutez, quand on vient de parler de reconstruction, on reconstruit quoi? On reconstruit justement une zone en guerre. Alors, si on envoie même des gens là-bas pour construire, eux-mêmes, ils vont refuser de s'y rendre. Donc, j'ai dit de manière juste, on ne peut pas reconstruire dans une zone qui est encore en guerre, parce que la guerre n'est pas encore terminée. Ce qui demeure important à nos yeux, c'est justement qu'on mette fin à cette crise. Et la seule façon de mettre fin à cette crise, le mouvement pour la renaissance du Cameroun l'a dit, c'est qu'on organise un dialogue inclusif, un dialogue franc. Parce que celui qui a été organisé n'a pas porté de fruits. J'ai envie de vous dire, si vous voulez ma position là-dessus, et ça demeure également la position de mon parti, ça va être tout. Ça avait l'air de tout sauf un véritable dialogue. Alors, lorsqu'on veut dialoguer, quels sont les acteurs avec qui on a dialogué? C'est des gens qu'on a pris dans le Nozo, on a fabriqué des gens pour venir dire on représente le Nozo. Qu'est-ce que ça a donné? Ça n'a rien donné. D'accord? Mais pourtant, si on avait décidé de faire une amnistie générale, on aurait justement eu tous les acteurs qui se seront présentés au grand dialogue. On aurait forcément une avancée efficace. Donc tout ce qu'on a fait là, moi j'estime tout simplement que ceux qui l'ont organisé avec le souci de se faire un peu plein de poches, de toucher l'argent du contribuable, et très bien, ils ont reçu leur mission, sauf que nous en sommes encore là aujourd'hui. Et on voit justement les conséquences de cette crise jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous sommes là donc dans un conflit qui dure pratiquement 6 années déjà. Oui. Ça fait 6 ans que ce conflit est en cours dans les régions anglophones du Cameroun. Oui. On parle de plus de 6 000 morts maintenant et plus d'1 million de déplacés du fait de ces crises-là dans les régions anglophones du pays. Alors, on essaye de trouver des solutions et puis vous nous parlez aujourd'hui de l'organisation d'un dialogue
inclusif. Oui. On rassemble qui autour de la table? Mais on rassemble justement, en fait, j'aurais même pu dire qu'on rassemble tous les Camerounais, mais seulement on ne peut pas inviter tous les Camerounais. Très bien. Mais qu'on cherche justement les principaux acteurs, vous comprenez? Nous avons en prison, et puis vous voyez, aujourd'hui cette crise a pris des proportions qui deviennent parfois incontrôlables. Parce que vous voyez, on se pose aujourd'hui la question, est-ce que cette crise, c'est encore la revendication des anglophones? Vous voyez, quand il y a un conflit et que vous ne résolvez pas le conflit très rapidement, ça va prendre des ramifications. Et lorsque ça prend des ramifications, on ne contrôle plus. Mais ayons le courage de dire, écoutez-moi, je prends ça peut-être sur moi de le dire. Pour moi, j'ai le sentiment que ça fait la fierté de certains membres du gouvernement. L'économie de la guerre. L'économie de la guerre, ça permet aux gens de faire du business. Vous comprenez? Vous voyez, aujourd'hui, je crois que les caisses sont devenues vides. Le ministère de l'administration territoriale, le ministre, il avait souvent cette fierté d'aller dans le NOZO, dit je viens donner les dons du chef de l'État. Vous voyez que depuis que les poches comment dirais-je, les caisses sont sèches, très rapidement, on ne voit plus ce genre de sensation. Non, pour faire sérieux, nous disons tout simplement, vous voyez, cette guerre, comment ça a commencé? C'était des revendications, c'est parti de quoi? Des enseignants. Alors, très rapidement, comme on est dans un système répressif, on a cru justement que dès que vous revendiquez quelque chose, il faut prendre la répression. Et voilà justement où la répression nous a conduit. On aurait pu justement dialoguer avec les enseignants, on aurait vite trouvé des solutions. On a laissé, les avocats se sont mêlés, on a organisé un certain, je crois que c'était, il y a des ministres, avant qu'on arrive au grand dialogue, qui organisaient justement une sorte de forum avec certains acteurs, tels que le maître... Et vous minimisez ce qui a été fait? Je vous dis, laissez-moi parler, madame, je vous en prie. Vous voyez le maître Abouabala, quand ils sont sortis du grand dialogue, de ce dialogue, disons un petit dialogue, quand ils ont dit au ministre qu'ils n'étaient pas d'accord, qu'est-ce qu'on a fait le lendemain? On a envoyé les arrêter. Qu'est-ce qu'on a fait? On les a jetés en prison, madame. Ça n'a pas été la solution. Vous voyez? Aujourd'hui, la guerre a pris des proportions. Et maintenant, pour résoudre ce problème, il faut que tous les Camerounais mettent la main comment dirais-je, soient impliqués là-dedans. Il faudrait justement qu'on identifie les acteurs clés. Mais si on prend justement des acteurs du faire-valoir, parce qu'on veut justement trouver des moyens de justifier quoi que ce soit, eh bien, on n'aura pas de solution. Moi, aujourd'hui, j'ai vraiment une grande crainte. Moi, j'ai eu un ami qui s'est marié dans le sud-ouest. Moi, je lui ai dit, moi, je ne viens pas là-bas. Il m'a dit, pourquoi? J'ai dit, mais tant que M. Biya et son gouvernement ne vont pas prendre des mesures qu'on puisse se déplacer, eh bien, moi, je n'irai pas là-bas. Donc, pour être sérieux et pour être sérieux, il faut justement qu'on réunisse les Camerounais autour d'une table, qu'on identifie des acteurs clés et justement que les revendications justement soient effectivement prises en compte, qu'on ne fasse pas justement du sensationnel et on ne va rien obtenir de toute façon. Et aujourd'hui, on a quand même l'impression, hein, Max Wabo, que la situation dépasse même les personnes qui revendiquent. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est au-dessus d'eux désormais. Parce que quand vous avez l'occasion de parler avec les habitants des régions du nord-ouest et sud-ouest, ils vous disent qu'ils sont dépassés par la situation. Eux-mêmes, ils revendiquaient quelque chose et finalement, ils se retrouvent dépassés parce qu'il y a des mains extérieures finalement dans la Madame, crise. oui, c'est ce que je vous ai dit tantôt. Je vais prendre un peu, pour faire un peu simple. Vous avez des problèmes à la maison avec votre épouse. Oui. Ce problème peut-être porte aussi le fait que vous êtes arrivé en retard. Vous êtes rentré tard. Alors, vous pouvez le résoudre aisément. Si vous laissez justement, vous commencez à bouder votre épouse, chacun boude de son côté, alors soyez-en sûr que ça va prendre des ramifications. Oui. Et quand ça va prendre des ramifications, vous voyez que le problème central ne serait plus justement le problème d'être rentré tard. Ça va prendre d'autres ramifications. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai dit tantôt que effectivement les populations anglophones qui vivent là-bas ne savent même plus qu'est-ce qu'on revendique. Le problème qui était posé au départ, ça a pris des ramifications. Et comme tel, justement, on ne sait plus aujourd'hui qu'est-ce qu'on revendique. Et effectivement, vous avez des brigands, vous avez des malfrats, un ensemble de délinquants qui sont entrés justement dans le NOZO. Et pour eux, justement, ils ne souhaitent même pas que cette guerre soit résolue. C'est pourquoi on demande au gouvernement camerounais de marquer un temps d'arrêt et de se poser des bonnes questions. D'accord, et d'observer effectivement que la crise anglophone qui sévit encore au jour d'aujourd'hui n'est plus le problème posé par les enseignants ou bien par les populations. Ça a pris d'autres ramifications. Je suis bien sûr qu'il y a justement même des forces externes qui sont mêlées justement à cette crise. Et dans un communiqué du ministère de la Défense, il le reconnaissait. Très bien. L'essentiel n'est pas de le reconnaître, madame. L'essentiel n'est pas de le reconnaître. Très bien, s'il le reconnaît, c'est déjà un aveu d'échec. Mais il aurait pu justement, le gouvernement aurait pu anticiper. Il fallait voir ça venir, madame. J'ai dit tantôt, on a commencé par un problème des enseignants. On a laissé, après on a commencé à vous dire, les gens réclament le fédéralisme, on leur a dit, on ne débat pas sur la forme de l'État, ça a pris des ramifications. Donc si vous me posez aujourd'hui la question, qu'est-ce qu'on revendique même aujourd'hui en zone anglophone, j'ai envie de vous dire en toute sincérité, je ne sais pas. On ne sait pas. On ne sait plus. Donc, il faut bien justement, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'on ait un dialogue
sincère, inclusif, avec toutes les parties prenantes. Peut-être ça va permettre justement d'identifier les nouveaux problèmes et en ce moment, on pourra apporter des solutions. Très bien. La solution de Max Wabo qui nous propose cet après-midi, c'est donc d'organiser de nouveau, parce qu'il faut le rappeler qu'il y avait déjà eu un grand dialogue national qui, selon l'avis de certains observateurs, n'a pas été efficace. Ah, mais madame, vous savez, écoutez, je ne vais pas peut-être laisser que vous tirez une telle conclusion à ma place. Vous savez, quand on parle d'un dialogue, dans un dialogue, si nous deux nous sommes en conflit, il faut bien qu'on choisisse un arbitre. D'accord? Mais on ne peut pas être en conflit, c'est vous qui choisissez l'arbitre. Vous avez vu le Premier ministre qui était justement comme le président, qui était comme le maître dans ce dialogue. Il a défini les axes sur lesquels le grand dialogue devrait avoir lieu. Ce qui n'était pas juste. Ce qui n'était pas juste. Et qui doit définir les axes. Non, attendez. On met toutes les parties prenantes sur une table, on recense tous les problèmes, d'accord, et on débat de ces problèmes. Vous avez vu, en pleine séance, il a refusé. Quand on a dit il faut qu'on parle de la forme de l'État, d'accord, lui-même, il a douté de ce qu'il avait dit au départ. Non, pour faire sérieux, j'ai dit vous ne pouvez pas avoir un conflit avec quelqu'un, vous désignez l'arbitre, vous désignez tous ceux qui vont assister. Non, ça ne se passe pas comme ça, madame. On s'assoit autour d'une table, on prépare. Comment est-ce que le dialogue va avoir lieu? Quelles sont les personnes qui vont intervenir? Sur quoi est-ce qu'on va débattre? Ça suppose qu'on crée d'abord un comité restreint pour identifier tous les problèmes et aucun sujet ne sera taxé de tabou. De cette manière, justement, on peut avoir des solutions efficaces. Très bien, merci beaucoup. Et c'est ce que je disais, que vous proposez qu'un nouveau dialogue soit organisé, un dialogue inclusif. C'est-à-dire incluant les principaux membres de la société camerounaise. Et puisqu'il faut que la société camerounaise continue de vivre, le chef de l'État, le président de la République du Cameroun, Paul Biya, a donc défini les priorités pour le budget 2023. Il a rendu public un décret cette semaine et je vous propose de découvrir les grandes lignes de ces priorités-là, telles que définies par le président de la République, Paul Biya. Elles sont revisitées ici par Larissa Libom. Les actions de l'État pour l'année 2023. La circulaire signée de la présidence de la République s'inscrit dans la mise en œuvre de la politique de développement économique, social et culturel de l'État, avec une stratégie nationale de développement 2020-2030 opérationnalisant la seconde phase du plan Émergence 2035. Ce budget se déroule dans un environnement international marqué par le ralentissement de l'économie mondiale du fait de la crise russo-ukrainienne. Dans un contexte macroéconomique encore très fragile, la croissance économique nationale a été revisée à 4% en 2022 contre 4,2% initialement prévu. Le secteur pétrolier devrait régresser de 2,3% du fait de l'épuisement progressif des champs pétroliers partiellement composés par la production gazière. Pour ce qui est de la consommation finale des ménages, elle devra progresser de 5,2% en moyenne. Une forte croissance de l'investissement privé est attendue avec un taux de 6,7% avec un accès facile au crédit, une mise en œuvre de la relance post-Covid-19 dans le secteur public. Les effets du conflit entre la Russie et l'Ukraine seront atténués notamment pour le secteur non pétrolier qui sera principalement boosté par la production locale avec la mise en œuvre de la politique d'import-substitution. L'inflation devra rester en dessous du seuil de 3% fixé comme norme communautaire de la zone CEMAC. Ce sont donc là les priorités fixées par le président de la République, Paul Biya, pour le prochain exercice budgétaire, celui de 2023. Le président de la République qui prescrit donc que des réflexions soient menées autour de la reconstruction économique du pays, du Cameroun, qui est sous l'effet de la crise russo-ukrainienne. Max Wabo. Vous voyez, quand j'ai vu que le budget faisait partie des thèmes, j'ai souri. J'ai souri et puis ma fille m'a posé la question, papa, pourquoi tu souris? Je lui ai dit, le Cameroun est un pays formidable. Vous voyez, on a un budget se définit en termes de recettes et dépenses. Ça suppose que pour dépenser, il faut justement avoir d'un autre côté la ressource financière. Mais dans l'optique des médias, naturellement beaucoup plus des médias d'État, ce qui se passe lorsqu'on dit qu'on a un budget, j'ai dit n'importe quoi, de 5 000 milliards. Et les médias font la publicité, les membres du gouvernement
qui la plupart n'ont aucune notion en finances publiques, ils sont très contents. Mais ils sont contents, pourquoi? Parce qu'ils voient bien de l'argent qu'ils vont dépenser. Mais ils ne savent pas que pour dépenser cet argent, justement, il faut justement qu'il y ait des recettes. Les gens voient les postes de dépenses. Non, mon souci n'est pas véritablement de faire de ce budget une action sensationnelle. Le chef de l'État a toujours donné des directives en ce qui concerne des budgets. Mais la question est la suivante. Est-ce que ces directives sont toujours respectées? Voilà toute la question. C'est pourquoi je questionnais justement la compétence justement des membres du gouvernement en matière de finances publiques. Alors, vous allez donc voir effectivement que lorsque le chef de l'État donne ces directives, qui parfois ne sont pas des directives mauvaises, de mauvaises directives, elles sont d'ailleurs pour la plupart bonnes, ça je peux vous le dire. Vous voyez que, bien que de l'opposition, on ne voit pas tout en mal, mais il se trouve justement que ceux qui sont chargés d'exécuter ou bien d'appliquer les directives du chef de l'État, est-ce que ces personnes-là, justement, respectent cette directive? Il faut qu'on puisse nous dire. Quand on fait un budget, à un moment donné, on doit s'arrêter, on doit marquer un temps d'arrêt pour évaluer. Ne serait-ce qu'à mi-parcours. Bien sûr. Vous voyez, le chef de l'État, le Cameroun est un pays, je ne sais pas, depuis que je suis né, je crois que le président Biya, je n'ai jamais entendu parler des conseils ministériels. Ne me dites pas que le conseil ministériel où on vient pour 7 minutes, on bavarde et puis on part. Ce n'est pas ça un conseil ministériel. Quand on veut faire un conseil ministériel pour analyser le budget, madame, on doit être capable de vous dire à un moment donné, et là, c'est la finance publique, on doit être capable de vous dire, il était question qu'au bout de 6 mois, qu'on bâtisse justement la route qui va peut-être à Nanga et Boko, disons comme ça, pour faire un clin d'œil à madame Chantal Biya. D'accord, on dit, il faut bâtir la route qui va à Nanga et Boko, vous devez le faire en 3 mois. Il faut bien qu'à mi-parcours, on s'arrête pour évaluer est-ce que cette route a été bâtie. Oui. Et on interroge justement celui qui avait pour mission de bâtir cette route. Pourquoi elle n'a pas été réalisée? Il doit pouvoir se justifier. Mais justement, ça, on ne le fait pas. C'est pourquoi, à un moment donné, il est impossible pour le Camerounais de savoir quel est le taux de réalisation, justement, du budget. Alors, on avait prévu de faire telle ou telle chose. Est-ce qu'on les a fait? Parce qu'à un moment donné, personne ne s'assoit justement pour faire justement un point, pour faire un bilan sur cette situation. Et donc, le chef de l'État lui-même, qui donne cette directive, est-ce que lui-même, il prend la peine de se rassurer que ces directives ont été respectées? Non. Je dis bien non. Alors, vous allez peut-être me dire qu'il a son Premier ministre, échec total. Le Premier ministre n'a jamais, et le Premier ministre, vous le savez, n'a aucun pouvoir pour convoquer justement une conférence des ministres pour dire à un moment donné, on va évaluer le budget, ce qui devrait être fait. Mais puisqu'il ne faut pas aller de ce côté, parce qu'on sait que très bien, si on va de ce côté, on pourra justement voir les limites d'un système. Mais dans un pays normal, lorsqu'on met sur pied un budget, on met sur pied un ensemble de projets à réaliser, à mi-parcours, on s'arrête justement pour faire l'évaluation. Il ne faudrait pas qu'on vienne seulement nous dire, madame, on a prévu justement de faire telle chose pour endormir les Camerounais. Une fois qu'on a dit ça aux Camerounais, la suite n'intéresse plus les Camerounais. Pourquoi? Parce que les Camerounais eux-mêmes ne sont pas informés. Très bien. On parle donc de cette directive donnée par le président de la République concernant le prochain exercice. Et on a assisté on a dû revoir le budget 2022, étant donné la grève des enseignants qui n'était pas inclus. Et donc, on a dû dépenser de l'argent pour cela. Et on a assisté en cours d'année là à la révision du budget qui a dû être revu à la hausse à cause de cette grève des enseignants. Autant de choses qui ne sont pas prévues. On se demande... Quand on adopte un budget, est-ce qu'il n'y a pas des imprévus? Comment ça se passe? Non, madame. Les Camerounais se posent la question. Prenant en considération la grève des enseignants, ça ne doit pas être, cette grève ne devrait pas être mise dans la rubrique des imprévus. Parce qu'il est anormal, et je l'ai déjà dit sur l'autre plateau, vous ne pouvez pas, genre je prends mon cas, je ne peux pas travailler pour vous 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous me payez par assuré, vous le lendemain je ne viens plus. Le lendemain, je ne viens plus. Parce que moi, je n'arrive même pas à concevoir. Et c'est où je dis encore que moi, j'ai toujours rejeté la faute aux enseignants. Vous comprenez? Les enseignants méritent justement la situation qu'ils vivent aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Vous comprenez, même 10 ans. 10 ans pour certains. D'accord? Ils n'ont pas de salaire. D'autres sont allés en retraite, n'ont jamais été payés. Je me pose la question, mais comment ça peut se passer dans un pays normal?
On a un ministère de l'Éducation, on a un ministre des Finances. Vous souvenez qu'à un moment donné, on a vu le ministre de l'Éducation secondaire se défendre en disant au ministère des Finances que non, la balle est de votre côté. J'ai traité le dossier, je vous ai envoyé. Directement, lorsqu'il y a une situation, des gens se rejettent le tort et puis d'autres se protègent. Non, la situation des enseignants ne devrait pas figurer dans une rubrique imprévue. C'est des employés, c'est des salariés, c'est des fonctionnaires. Quand on fait un budget, on doit bien être capable de dire on a des fonctionnaires, on a quel nombre de fonctionnaires, voici à quoi ressemble la masse salariale, voici à quoi ressemble la masse des primes, madame. On ne doit pas justement faire comme si les gens doivent travailler sans être payés, et lorsque les gens grèvent, justement, on cherche des poches de dépenses où on peut encore, comment dirais-je ça, on peut puiser quelques ressources justement pour faire face à la situation des enseignants. Non, je suis désolé. Si ça figure dans ce budget et qu'on veut en faire du sensationnel, eh bien, moi j'ai envie de vous dire que c'est plutôt l'échec. Mais de manière spécifique, j'ai envie de vous lire quelques lignes des priorités fixées par le chef de l'État. Il dit donc que de manière spécifique, un accent particulier sera mis globalement sur la finalisation et la mise en service des grands projets de première génération restants. Ce qui veut dire, Max Wabo. Mais il faut bien que le gouvernement, qu'est-ce qu'ils entendent par grand projet de finalisation restant? Très bien, je poursuis ma lecture. La poursuite de la préparation des grands projets de deuxième génération, le renforcement de la cohésion sociale et du processus de décentralisation, la poursuite de la mise en œuvre de l'import substitution à travers les actions visant à l'augmentation de la production locale, la poursuite de la reconstruction des régions affectées du nord-ouest, sud-ouest et l'extrême nord. Waouh! Voilà. Vous voyez bien que, vous savez, le président Omar Bongo, il disait un jour à son peuple, si vous voulez les beaux discours, allez les suivre au Cameroun. Quand on voit ça, toute personne étrangère au Cameroun, si vous mettez ça sur un document et qu'il lise ça, on aura envie de venir au Cameroun. Ça, c'est des effets d'annonce qui, pour moi, n'ont aucun effet. N'ont aucun effet. Lorsqu'on vous dit, on va poursuivre la reconstruction des zones sinistrées à la suite de la crise anglophone, mais vous convenez avec moi qu'on n'a même jamais entamé le processus de reconstruction des zones anglophones, peut-être sur le papier. Je vous ai tantôt dit, on ne peut pas construire dans une zone sinistrée, dans une zone qui est en guerre. Autant des fonds ont déjà été levés pour la cause. Vous savez, madame, vous êtes à Douala avec moi, n'est-ce pas? Vous savez très bien que le lycée de Beaupier existe, n'est-ce pas, sur papier. D'accord? Mais si vous demandez au ministre de l'enseignement secondaire de vous montrer exactement où se trouve ce lycée, nulle part. Il y a un proviseur qui est nommé. Ça, c'est typique au Cameroun. Donc, vous voyez, la particularité de ce gouvernement, c'est qu'on a des titres que j'appelle généralement des titres inutilement ronflants. On fait des effets d'annonce. Non, madame. J'ai vu également qu'on parlait de la mise en œuvre des grands projets. Oui. De nouvelles générations. Vous pouvez me donner 2 ou 3 projets, même de nouvelles générations qu'on a déjà amorcés ici avant de penser qu'on va poursuivre? Vous voyez que vous ne pouvez pas me donner, madame. Là, sur le coup. Mais non, il n'en a même pas. Je suis convaincu que le journaliste que vous êtes, s'il y avait justement de tels projets, vous aurez été au courant. Vous voyez que vous ne vous retrouvez pas et du coup, vous comprenez très bien que c'est des effets d'annonce. Ça permet justement au régime qui nous gouverne ou bien au régime de Yaoundé de passer sur des plateaux de télévision et puis justement faire la promotion de leurs champions. Mais aujourd'hui, les Camerounais vivent la réalité. D'accord? Je crois qu'on va arriver d'un moment à l'autre sur le phénomène de la vie chère. Et on verra justement que les Camerounais eux-mêmes ont pris conscience de la misère dans laquelle le régime de Yaoundé leur a plongé. Et on parle justement de la mise en œuvre, la poursuite de la mise en œuvre de l'import substitution à travers les actions visant l'augmentation de la production locale et la réduction de la dépendance aux importations. On a assisté cette année à l'interdiction des importations parce qu'il fallait répondre à la demande locale justement du fait de ces crises russo-ukrainiennes-là. Et après, finalement, on a ouvert les frontières, on nous a dit, il y a ce méli-mélo-là, finalement, on ne comprend pas exactement où on se trouve au Cameroun. Madame, qu'est-ce que le Cameroun? Quelqu'un m'a dit un jour, je crois que, peut-être ça a vérifié, mais je crois quand même que c'est vrai, que même les cuidants venaient du Nigeria. D'accord? J'ai dit, mais les balais là, si on peut nettoyer les dents avec des balais qui viennent du Nigeria, c'est que c'est extrêmement grave. Non, qu'est-ce qu'on produit, madame? Écoutez, je sais très bien que la banane camerounaise, justement, prend la direction de l'extérieur. Et je sais aussi que la plupart des produits consommés au Cameroun sont des produits qui viennent de l'extérieur. Donc, on ne fait pas véritablement la promotion des produits camerounais. On ne fait pas ça. Maintenant, on va vous évoquer la crise qui se passe en Ukraine.
Écoutez, moi, je suis parfois un peu perdu parce que la conséquence de ça aujourd'hui, ça permet que certains prédateurs ou bien certains voyous, justement, peuvent justement faire du bon business, madame. Au jour d'aujourd'hui, vous achetez, moi, je suis allé acheter, comment vous appelez ça, le mambo. J'ai acheté à ma fille le mambo. Moi, je savais qu'on le vendait à 100 francs. On m'a dit 200 francs. J'ai dit, je n'achète pas. Je suis allé dans une autre boutique, on me dit 150, je dis, n'achète pas. Je pose la question, c'est toujours la crise ukrainienne qui conduit là-dedans? Non, madame, il faut justement qu'on soit sérieux. Vous voyez, les Camerounais sont confrontés à une situation de vie chère. Et cette situation, justement, on peut l'observer aujourd'hui. On a la rentrée scolaire dans une semaine. Les enfants doivent reprendre la route de l'école. Vous avez le sentiment, quand vous baladez en ville, là, vous voyez qu'il y a affluence, justement. Il y a des parents qui ne réfléchissent même pas encore où les enfants vont fréquenter, madame. Effectivement, si vous nous dites que cette crise a des répercussions sur la vie des Camerounais, j'ai envie de vous dire que cette crise est peut-être venue empirer la situation. Elle était déjà mauvaise, mais peut-être cette crise permet justement aussi à ceux qui nous viennent de se cacher là-dedans pour justifier justement la mauvaise gestion de la cité camerounaise. On va peut-être sortir de ce sujet avec cette question. Max Wabo, que peut-on espérer pour le prochain exercice? Est-ce qu'on peut espérer que le Cameroun se relève enfin sur le plan économique? Vous voyez, avant qu'on ait chute là, madame, je ne sais pas. Vous voyez, j'ai perdu l'habitude de m'intéresser justement au budget camerounais. Dites-moi, dans ce budget, on a encore la ligne 94, la ligne 65? Vous n'avez pas cru? Hein? Pas du tout. Vous êtes sûr, madame? On a vérifié le document. Il n'y a plus de ligne 94. Il n'y a plus de ligne 65. Alors, peut-être c'est ça. Moi, je vois donc ça comme une innovation. Et je dis donc bravo au régime de M. Biya. Si vous avez sorti la ligne 94, la ligne 65, on estime également que les gens ne vont plus trop puiser à l'intérieur. D'accord. En tout cas, on attend les prochaines assises du côté du Cameroun. On parle également de budget dans les autres pays et c'est bien au Tchad aussi où le président de transition Mahamat Déby Itno a donc prescrit, a donc donné également des directives au premier ministre de transition Albert Pahimi Padaké. On ne va pas en parler, on va plutôt s'intéresser au dialogue national inclusif qui doit en principe se tenir dans les jours qui suivent du côté du Tchad, mais les partis d'opposition boycottent cette rencontre-là, refusent de s'asseoir parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas encore l'espérance, qu'ils n'ont pas la certitude qu'effectivement les autorités de transition en place ne se présenteront pas aux prochaines élections. C'est une sorte de négociation donc qui est en train d'être menée du côté du Tchad. Ça nous fait penser à un pays. On parlait d'ailleurs de dialogue tout à l'heure en tout début de cette émission. Ces partis d'opposition-là qui ne veulent pas aller s'asseoir au dialogue avec les autorités de transition parce qu'ils estiment qu'elles ne sont pas à leur place. Bien, bien évidemment, je ne vais pas condamner justement ces partis d'opposition parce que si ces partis pensent justement que le gouvernement de transition n'est pas à sa place, et justement, c'est à juste titre, madame. Voyez-vous, on sait très bien, même si on ne veut pas donner une position officielle, on sait très bien ce qui s'est passé justement au Tchad. Est-ce qu'au Tchad, on a respecté l'ordre constitutionnel? Moi, je vous réponds non. D'accord? Le fils de... Après la mort du président Déby, on n'a pas respecté l'ordre constitutionnel parce que si on voulait respecter l'ordre constitutionnel, le fils du défunt président n'allait pas être là où il est aujourd'hui. Vous voyez? Alors, vous voyez, quand on bâtit une constitution, après on laisse croire à la population que la constitution, justement, c'est la loi fondamentale. D'accord? Ça définit le mode de fonctionnement de la société et qu'à un moment donné, pour des raisons parfois inavouées, on bafoue cette constitution, ça pose problème. Vous voyez, effectivement, j'ai moi-même le sentiment, et je soutiens justement les populations tchadiennes, qui voudraient justement qu'on ait un dialogue sérieux et que justement le gouvernement de transition qui est là actuel, que des engagements soient pris de sorte qu'il ne puisse pas se présenter. D'accord? Et effectivement, au-delà de ça, l'inquiétude également des populations, c'est que les populations voient derrière cette initiative-là la main de la France, la mère patrie, on appelle évidemment la mère patrie assassine. Donc, d'une manière ou d'une autre, les populations tchadiennes n'ont aucune certitude justement que les choses seront faites dans le respect des règles de l'art. On voit la main invisible de la France. Et bien évidemment, ils savent que la France veut contrôler justement le Tchad, et bien évidemment pour l'intérêt de la France et non pour l'intérêt des populations tchadiennes. Et du coup, les populations ou bien les partis d'opposition sont sceptiques. Je soutiens donc une telle initiative pour dire tout simplement, si justement le dialogue a été suspendu, qu'on définisse justement les règles de fonctionnement de ce dialogue et que certaines assurances soient données, que ça ne soit pas un dialogue type camerounais.
Et quel est le rôle de l'opposition dans ce genre de situation, Max Wabo, telle que la situation telle qu'on la traverse du côté du Tchad? Quel doit être normalement le rôle de l'opposition? Non, l'opposition, on ne peut pas s'amuser de ce côté. L'opposition joue un très grand rôle. Vous voyez, derrière chaque parti d'opposition se cache justement un peuple. Vous comprenez, se cachent également des militants qui revendiquent un ensemble de choses. Si les partis d'opposition ne mettent pas la pression sur le gouvernement de transition en place, eh bien, vous êtes convaincus, on est convaincus justement que ce gouvernement de transition va se présenter peut-être aux élections. Et si ce gouvernement de transition se présente aux élections, alors on va justement voir qu'ils feront tout pour tout et par tous les moyens pour truquer le jeu des élections et perdurer au pouvoir et vont donc servir les intérêts de la France et non justement les intérêts du peuple tchadien. Donc il faut justement que le peuple tchadien veille sur des garanties qui doivent lui être données justement par le gouvernement de transition, à savoir justement que ce gouvernement ne doit en aucune façon se présenter aux élections. C'est une assurance. Mais si le gouvernement de transition veut faire un passage en force, eh bien, vous verrez qu'on ne va pas assister à un jeu démocratique et on ne prendra donc pas en compte les aspirations des populations tchadiennes. C'est un long processus en tout cas qui a démarré du côté du Tchad. On se souvient de ces négociations-là qui avaient déjà démarré du côté de Doha au Qatar. Maintenant que les autorités de transition sont donc en train de veiller, de négocier avec les partis d'opposition pour qu'ils viennent s'asseoir à la table du dialogue pour réconcilier les Tchadiens quelque peu. Et la plateforme, on va l'appeler comment? Oui, Wakitama, cette plateforme de l'opposition qui a donc affirmé qu'ils ne sont pas encore au dialogue. Vous comprendrez très bien la position des membres d'opposition du côté du Tchad qui souhaitent justement que des assurances leur soient faites par rapport à la position des autorités de transition. Et on parlait tout à l'heure de la place, l'influence de la France du côté du Tchad. Je vais vous emmener du côté du Burkina Faso et du Soudan. Le Soudan qui a accepté finalement qu'on installe son ambassadeur, l'ambassadeur des États-Unis au Soudan qui a donc été installé cette semaine. Après 25 ans, il faut le rappeler, le Soudan qui n'avait pas eu d'ambassadeur des États-Unis depuis 25 ans. Vous comprendrez très bien la place désormais des pays africains en ce qui concerne leur représentation diplomatique. Et du côté du Burkina Faso, c'est l'ambassadeur de France que les populations réclament le départ de l'ambassadeur de France. Je vous invite à regarder ces deux reportages que nous proposent nos reporters. Chaque vendredi depuis le 12 août 2022, des milliers de Burkinabés se retrouvent devant l'ambassade de France à Ouagadougou, dans le chapelet de leurs revendications, le départ de Luc Balade, l'ambassadeur, l'abolition des accords de coopération du 24 avril 1961 et le démantèlement de la base militaire de Camboisin, ainsi que la fin de l'expertise technique, le retrait des assistances et coopérants des institutions. Les manifestations sont pacifiques et durent 2 heures de temps. Après quoi, les populations retournent à leurs activités habituelles. L'initiative de ce programme est portée par le mouvement M30 Naba Wobgo de la candidate malheureuse à la présidentielle de 2020, Monique Yeli Kama. Elle a initié la manifestation du vendredi 12 août 2022 à Ouagadougou et de tous les vendredis jusqu'au départ du diplomate français. Monique Yeli Kama juge la situation du peuple burkinabé calamiteuse. Ces dernières années, le système français, notamment sa diplomatie, est sous les feux de critiques en Afrique occidentale, où la plupart des pays avaient été colonisés par la France. De plus en plus, certaines organisations de la société civile appellent les autorités des pays africains à diversifier leurs partenaires. La représentation diplomatique américaine a dans un communiqué indiqué que John Godfrey, nouvel ambassadeur américain, s'emploiera à renforcer les relations entre les peuples américains et soudanais, mais aussi soutenir les aspirations de ce peuple à la liberté, la paix, la justice et à une transition démocratique. Il est alors le premier ambassadeur américain au Soudan, après près de 25 ans. En 1996, Washington avait décidé de fermer son ambassade à Khartoum après avoir inscrit le Soudan sur la liste noire des États soutenant le terrorisme en raison de l'accueil à cette même période par le régime d'Omar el-Béchir, du fondateur de l'organisation Al-Qaïda, Oussama Ben Laden. Celui-ci a résidé dans le pays de 1992 à 1996.
Washington a rouvert son ambassade en 2002, mais depuis lors, la représentation diplomatique est restée en dessous du rang d'ambassadeur. L'arrivée de John Godfrey intervient alors que le Soudan est en proie à une vague de protestations populaires qui revendiquent le retour au pouvoir des civils. C'est donc ça la réalité désormais dans nos pays africains, ces populations africaines-là qui veulent se désolidariser des représentations diplomatiques. Vous avez suivi le reportage du côté du Burkina Faso avec cette plateforme-là qui manifeste chaque vendredi devant l'ambassade de France du côté du Burkina Faso pour réclamer le départ de l'ambassadeur. C'est désormais ce qui fait l'actualité dans les sociétés africaines, Max Wabo. Oui, madame. Disons que la prise de fonction d'un ambassadeur est un acte diplomatique. Et comme tel, cette prise de fonction est subordonnée justement à une lettre d'accréditation. Donc vous avez donc des lettres de créance qui doivent être adressées au président de la République du pays où l'ambassadeur va exercer ses fonctions. Alors, vous avez donc deux pays justement qui entretiennent des relations bilatérales. C'est des relations bilatérales au travers des activités que mènent leurs ambassadeurs respectifs. En principe, les rapports devaient être excellents. Et quand on parle des rapports excellents, on y voit justement une coopération bilatérale dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'économie, dans le domaine de l'agriculture et dans une large mesure dans le domaine militaire. Donc ces rapports devaient être des rapports en principe sains. Mais il se trouve justement que dans le cas d'espèce, quand je suis le reportage, c'est que, parlant du cas du Soudan, les États-Unis, justement, soutiennent la transition au Soudan. Oui. Et je vous en prie. Et pourquoi les États-Unis soutiennent la transition au Soudan? Pour deux choses. Les États-Unis souhaitent justement qu'au Soudan, qu'il y ait une restauration de l'état de droit et de la démocratie. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, les mêmes États-Unis, au niveau du Tchad et du Burkina Faso, on voudrait justement qu'on respecte l'ordre constitutionnel. Ce qui, d'une manière ou d'une autre, n'est pas le souhait de la France, pour les raisons que je vais évoquer par la suite. Vous voyez donc, la crainte, justement, je disais tantôt que la crainte des populations du Burkina Faso ou bien du Tchad, c'est justement qu'on ne se retrouve pas dans un état de droit. Et si on ne se retrouve pas dans un état de droit, c'est justement parce que ces populations voient la main de la France derrière cette transition. Et ces populations sont inquiètes. Parce que justement, si la France s'y mêle, on n'aura pas un état de droit. Et la France s'y mêle pour servir ses propres intérêts et non les intérêts des populations du Tchad ou bien du Burkina Faso. Quand vous regardez le cas du Burkina Faso, je peux vous garantir, on va voir dans les jours à venir, on va vers une situation malienne. On sait très bien que le Mali, justement, s'est opposé, a même chassé. C'est le Mali qui a ouvert pratiquement le bal. C'est un État courageux qu'il faut d'ailleurs saluer, a justement repoussé l'ambassadeur de France. Et le Burkina Faso va également dans ce chemin. Et les populations du Burkina Faso sont d'autant plus inquiètes. Pourquoi? Parce que on voit le jeu de la France. On a une justice qui a condamné justement l'ancien président Blaise Compaoré et on voit justement que par le biais de la France, on voudrait justement faire pardonner le président Blaise Compaoré dans l'affaire dite affaire Thomas Sankara. Oui. Et vous savez très bien que les actes de crime qui ont été posés à cette époque-là sont des actes impardonnables. Qu'on veut ou pas, ça reste hanté dans la vie justement du Burkina Faso. Il faut justement une justice là-dedans. Et si la France veut jouer un tel jeu, on sait très bien pourquoi la France veut jouer ce jeu. Et on sait également très bien, on se souvient justement quelle était la position de Thomas Sankara. Il était, je crois que c'était un véritable patriote. C'est quelqu'un qui posait souvent une question. Est-ce que vous voulez justement du champagne pour une poignée de personnes
ou vous voulez alors, je ne sais pas, disons du riz, justement pour toute la population. Vous voyez, c'était un patriote qui mettait l'intérêt du Burkina Faso devant, et du coup, ça ne pouvait pas plaire justement à la société française. De l'autre côté, il faut savoir justement que la crainte justement des populations tchadiennes ou bien du Burkina Faso réside dans le fait que chaque fois que la France s'est mêlée dans une élection d'une manière ou d'une autre, les dirigeants qui sont retrouvés à la tête de ces pays-là n'ont jamais pris en compte les aspirations du peuple. D'accord? Vous trouvez donc des gens qui travaillent justement pour servir. Bon, vous trouvez des gens, s'ils ont l'aval justement de la France, eh bien, ça va pour eux. Mais aujourd'hui, avec ce qui s'est passé au Mali, on comprend très bien que la France n'est plus, dans 5 ans, voire 10 ans, ne sera plus la bienvenue en Afrique. La France a parfois, a d'ailleurs même le regret et la douleur de constater qu'il y a des pays justement qui ont diversifié leurs relations avec l'extérieur. Oui. Vous avez des pays qui vont à la Russie qui a le vent en poupe, et une fois que vous êtes un pays africain, vous tournez vers la Russie. On sait très bien la tournée de Macron. Macron a fait une tournée en Afrique. Oui. Ce n'était pas pour le bien des populations de ces pays-là. Il voyait justement la menace de Poutine. Après avoir fait tout son one-man show, disons comme ça, à l'étranger, croyant justement combattre Poutine, il a vu un homme qui est resté serein, et il a vu, et la France voit que certains présidents africains, certains pays justement s'intéressent à mener des rapports de coopération avec la Russie. Et ça, comme la France connaît la force de frappe de la Russie, et du coup, la France se met à faire une campagne de Congossa, comme dit mon ami Hervé Emmanuel, comme un Congossa de caniveau là. Mais ça ne passera pas. Les pays africains ont ouvert grand les yeux. Est-ce qu'on peut parler d'un réveil de l'Afrique, Max Wabo? Oui, bien sûr. On peut, bon, pour certains pays, d'accord, disons que le réveil de l'Afrique, parce que même les pays qui semblent encore être des pays pro-français, nous sommes convaincus que quand la machine est en marche, ça va prendre. Mon souhait, justement, c'est que le vent du Mali se retrouve au Burkina Faso. Une fois qu'on aura ça au Burkina Faso, vous voyez, certains pays vont copier. Bien que la plupart de ces pays sont parfois des pays de l'Afrique de l'Ouest, mais je félicite également les populations tchadiennes, parce qu'en Afrique centrale, ça peut faire quelque chose de nouveau. Très bien. En tout cas, c'est là que nous allons terminer cette édition du Grand 7. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau. Oui, je suis très heureux d'être ici. Si vous me permettez justement que je puisse faire une petite remarque. J'ai souvent fait des plateaux de télévision, et j'avoue justement que vous avez une bonne climatisation et ça m'intéresse. Donc, chapeau à tout ce confort, c'est une bonne chose. Chapeau au top management des entreprises d'Achako Holdings. Merci d'ailleurs à toute l'équipe technique qui nous accompagnait pour cette autre production. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir honoré cet autre rendez-vous. On se donne rendez-vous sans doute dimanche prochain pour une toute nouvelle édition. En attendant, nos programmes se poursuivent bien sur Dash News. Allez, à bientôt.